Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode numéro 38 qui va traiter de Triple X Reactivated. Et c'est le titre français ça, tu le sais ça ou pas? Parce que le vrai titre en VO c'est Return of Xander Cage. Déjà, petit rappel pour tout le monde, abonnez-vous au podcast fin de séance sur iTunes ou sur votre application de podcast sur Android. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, 5 étoiles. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux commentaires, donc ça c'est cool. Merci à tous. Merci d'ailleurs également à tous ceux qui mettent des petits commentaires et qui font vivre avec nous la page Facebook. Enfin, merci à eux, mais en même temps, vous êtes vraiment des connards parce que vous nous avez quand même envoyé, regardez, Triple X. Bon, c'est vrai que c'était une semaine un peu faible quand même en sortie, mais est-ce qu'on méritait ça, quoi? Dans la liste des choix, il y avait le nouveau film de Thomas Vinterberg ou de Ben Affleck, et non, bien sûr, il a fallu nous envoyer aller voir Triple X Reactivated. Ouais, avec 3 gros votes qui ont fait pencher la balance sur Twitter. Donc voilà, suivez aussi le Twitter, s'il vous plaît, pour les gens qui nous veulent du bien et pas qui veulent nous envoyer voir des films avec Vin Diesel. Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de 4 types très dangereux. On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote. Il n'y a plus de patriotes, que des rebelles et des tyrans. Et vous êtes qui? Moi, je suis Triple X. Je pense que voilà, pour ce film, on en a rapidement parlé. On va retracer tout le film. Donc voilà, si vous voulez pas de spoiler, n'écoutez pas la fin du podcast. Mais je vois pas en quoi on peut vraiment se faire spoiler sur un film comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas y avoir... Enfin, on sait comment ça va se finir dès le début, de toute manière. Mais de toute façon, quelqu'un qui a peur d'être spoilé sur Triple X3 mérite d'être spoilé quelque part, tu vois. T'imagines le gars qui se bouge les oreilles, qui fait là, non, je veux pas savoir. C'est tellement important, l'intrigue. Il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que moi, ce film, par exemple, quand il y a des dialogues, des choses comme ça me fait rire parce que je reconnais une certaine culture qui n'est pas du tout la mienne, tu vois. Mais par contre, bizarrement, pour un film d'action, toutes les scènes d'action, je sais pas, j'étais en train de penser à qu'est-ce que je vais manger à midi, quoi. Parce que en fait, les films d'action, ça me fait penser, tu sais, à ces clips qui peuvent tourner dans les magasins de sport. Ouais. Où tu vois des gens qui vont faire du sport extrême ou des choses comme ça pour essayer de... où généralement c'est juste des images que tu peux voir et où il y a des flashs et de sorte à ce que t'as pas vraiment besoin de suivre la narration, c'est juste des images qui s'enchaînent et ça m'a donné la même impression. J'ai pas l'impression qu'en fait il y a vraiment de narration dans les scènes d'action, tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement, mais je suis d'accord et c'est malvenu parce que justement pour les comparer à ces scènes-là dont tu parles, que tu peux voir à Decathlon ou chez Salomon, je sais pas quoi, si t'es fan de ski, etc., ou même des documentaires comme Les Nuits de la Glisse, etc. Ouais. Mais en fait, je trouve que les images sont 1000 fois meilleures dans ce documentaire-là que dans ce film, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'au moins, les plans sont super beaux, l'image est belle, on a des couleurs, etc. Et dans ce film-là, c'est assez, je sais pas, c'est fade, et en plus, je t'avoue qu'en termes de spatialisation, c'est un peu bizarre. Parfois, les gens se battent et je me dis, attends, mais vous étiez là depuis le début? Et... D'accord. Et bon, alors, simplement, voilà, moi je me suis assis, je me suis dit, bon, ça va être de la merde. Et en fait, j'ai eu un petit espoir parce que j'ai vu que c'était DJ Caruso. Et nous, on le connaît parce que. Enfin, il avait réalisé déjà quelques épisodes de The Shield. Moi, je le connaissais comme ça. Et après, il avait fait Salton Sea. Qui est pas mal du tout. Avec Vincent D'Onofrio en dealer complètement halluciné. Et Val Kilmer en jazzman héroïne addict. Et c'était un film vraiment cool. Et moi, j'ai une petite affection pour 2 autres films qu'il avait fait avec Shia LaBeouf,
Il avait fait Paranoïaque, qui était une sorte de fenêtre sur cour pour les kids, tu vois. Tout à fait. Et ensuite, un autre film après, d'ailleurs, que j'ai revu en portion récemment, parce qu'il était sur Netflix, qui s'appelle L'œil du mal. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Ce qui était sorti il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et je le regardais, je me disais... il y avait des choses intéressantes, et en même temps... Il y avait par contre des petits problèmes déjà pour des scènes d'action où je me disais il y a des choses manquées, c'est-à-dire que ça aurait pu être meilleur ou en tout cas plus grandiose pour le même budget, tu vois, et du coup je m'étais dit ça se trouve peut-être qu'il s'est amélioré ou quelque chose comme ça, et en fait il a pas fait tant de films que ça depuis 2008. Ce mec il a fait genre des films dégueulasses comme I Am Number 4 que j'ai pas vu. C'est de la merde. Ouais. Et voilà, là il fait ce X qui est en fait le numéro 3. Et moi dans ma tête, je croyais que c'était le 2. Et effectivement, tu m'avais rappelé qu'ils ont fait un 2 avec Ice Cube. Avec Ice Cube, chose très importante. Spoiler alert. Parce que peut-être qu'il y aura pas, un caméo de Ice Cube dans le film. Peut-être. Bon, donc j'ai cru comprendre. Alors moi, c'est vrai que je connais pas du tout le premier. Et je t'avoue que à chaque fois que j'essaye de regarder le premier, je reste 10 minutes et après je pars, quoi, parce que c'est pas possible. Mais il y a quelque chose, parce que moi le premier je l'avais vu quand il était sorti à l'époque et je l'ai pas revu depuis parce qu'il m'a pas laissé un souvenir fou. PRSL, ouais. Mais aussi ce qu'il faut dire, c'est que encore une fois, on est en présence d'une coproduction sino-américaine. Mm-hmm. Et encore une fois, il y a Donnie Yen. Et encore une fois, il y a Donnie Yen. Non, mais c'est marrant parce que quand tu regardes le casting de ce film, t'as vraiment l'impression que ils ont pensé un peu à tous les pays où ils vont vendre ce film pour essayer de mettre une star de chaque pays. Tu vois, il y a quelque chose de. Alors, il y a de ça. Après, bon, clairement, c'est totalement assumé en termes de, tu sais, du film choral de mecs d'action. Donc quelque part, ça se comprend qu'ils veuillent avoir Tony Jaa et d'autres gars comme ça. Après, cela dit, il y a quelque chose, c'est que donc à l'intérieur de ce film, il y a sans doute 2 des plus grands artistes martiaux du cinéma contemporain, Donnie Yen et Tony Jaa. Et ce qui est extrêmement dommage, c'est que quand je les vois eux faire des cascades lors des scènes d'action, je vois pas la différence avec les autres acteurs, parce que la mise en scène est tellement mal faite que en fait ils mettent jamais en avant les talents les talents de cascadeurs de ces deux génies, quoi. Alors c'est super dommage parce que déjà Tony Jaa franchement il est quasi inexistant dans ce film. Et Donnie Yen, il faut attendre la fin du film pour le voir se battre. Et franchement, j'ai adoré. Tu le vois 20 secondes se battre, tu vois. Ouais. Mais c'est cool et tu te dis, mais en fait, c'est bête. Pourquoi vous aviez tellement de scènes avec lui? Pourquoi vous l'aviez pas utilisé pour faire ça, quoi? Tony Jaa surtout, quoi. Mais Tony Jaa, oui, c'est vrai. Tony Jaa, dans Hong Bak, c'est un mec qui défie les lois de la physique, tu vois, et la gravité. Et là, il fait des petites cascades. C'est-à-dire que les films qu'il a fait avant, ce sont peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais il y a des moments comme ça où qui restent un peu gravés dans ma mémoire de cinéphile. Et je pense notamment au fameux plan séquence de la montée des escaliers dans L'Honneur du Dragon, où en fait il y a peu de cascadeurs qui seraient capables de faire ce que Tony Jaa fait dans cette scène, tu vois. Et ils ont ces deux cascadeurs extraordinaires et ils en font à peu près rien, en fait. Et ça, c'est presque criminel, je trouve. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est de rien faire de Tony Jaa, à part, tu sais, une petite cascade avec une moto. Mais on l'a déjà vu 1000 fois maintenant avec des gens, j'allais dire, normaux, tu vois. Ouais. Et pas lui. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu passé à côté de la plaque. Mais de toute façon, ce film, il passe pas mal à côté de la plaque de ce qui est censé être son cœur, qui est l'action, en fait, tu vois. Ouais. Cela dit, encore une fois, ouais, ça m'empêche pas de me marrer. Déjà, en fait, le générique m'a fait penser au générique de Deadpool. Mais tu sais, dans le générique de Deadpool, moi, ils se foutaient de la gueule de ce genre de générique, tu vois. Et en plus, il y avait des choses à regarder parce que tu étais en plein milieu d'une scène d'action dans le générique de Deadpool où à chaque fois, il y avait le nom de quelqu'un. Et là, en fait, on est en train de voyager dans des satellites orbitaux avec, tu sais, de la vieille 3D. Et en fait,
et c'est vieux quoi, parce que tu passes littéralement 3 minutes de générique. Hein. Mais en fait, comme tu le dis, dans Deadpool c'était au second degré. Cela dit, ce film-là a un rapport au second degré un petit peu compliqué. Je crois qu'on en parlera un peu plus en détail après. Mais par moments, on a l'impression que le film se dit, mais en fait, vous prenez pas trop la tête, on est juste en train de faire un film d'action débile. Et en même temps, on se prend un peu au sérieux quand même. Et en même temps, je trouve ça très, très cynique en fait. C'est-à-dire que plutôt que de jouer avec ces codes-là à la, je sais pas, à la OSS 117, tu vois, pour essayer d'analyser un petit peu le fond des films d'action, en fait le film n'en fait rien ici, et je trouve ça mais un là peu dommage. tu vas chercher trop loin, c'est sûr que dans Triple X ils vont jamais faire ça. Ouais. Mais là où ce qu'ils pouvaient faire par contre, et ce qu'on te fait croire qu'ils vont faire, c'est-à-dire que la première scène c'est Samuel L. Jackson qui veut recruter un nouveau membre des Triple X, parce qu'en fait le Triple X c'est des espions mais qui font partie des X Games quoi, qui sont genre des casse-coups. Ils font du sport extrême tous. Ils font des sports extrêmes. Et là, il veut recruter qui ? Il veut recruter Neymar Junior, quoi, qui est un footballeur de l'équipe du Brésil. Encore une fois, juste, on parle du cynisme de cette entreprise. Tu remarques que c'est un footballeur qui le recrute, et il y aura le football qui reviendra un petit peu plus tard. Et je me souviens d'une époque où, quand on parlait de sport dans les films américains, c'était le baseball ou le football américain. Et maintenant, on voit clairement qu'ils ont orienté leur production vers l'extérieur du territoire. Et on prend le football pour ensuite pouvoir le vendre en Europe, pouvoir le vendre au Brésil, pouvoir le vendre en Amérique latine. Et je pense que aussi pour les Américains, c'est le soccer, c'est la façon très facile de rendre quelque chose d'international et de dire notre film ou nos héros, tu sais, sont internationaux. Ouais. Et du coup, c'est pour eux, c'est le soccer directement. Et bref, du coup, dans cette scène, tu sais, ils commencent à parler, et dans leur dialogue, ils sont entrecoupés de présentations de fiches de personnages, tu sais. Oui. Et en fait, du coup, voilà, ça arrive à la première minute du film, et du coup, je me suis dit, ah, ok, ils essayent de faire de l'humour avec ça. Et en fait, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont essayer d'arriver à un truc à la Tony Scott, tu sais, où quand t'as quelqu'un qui parle. Et en fait, pas du tout. Et c'est là que. C'est-à-dire que ça n'était pas prévu, à mon avis, de mettre des fiches de personnages. Et ça, c'est juste de la post-prod où on coupe un dialogue qui a été fait pour présenter un personnage avec 3 blagues sur une même fiche. Alors que tu vois, Tony Scott, lui, quand il va tourner des dialogues, il va se dire je sais que je vais mettre des écritures dessus, tu vois. Et on change de plan, etc. Je vais te dire quelque chose, c'est que c'est pas du tout vers Tony Scott qui lorgne, mais j'ai l'impression que c'est plus vers Suicide Squad en fait. Oui, non mais je pense à Suicide Squad pendant longtemps en fait dans ce film, dans la structure du film, dans la manière dont on nous présente les personnages, et ces petits cartons m'y font penser, et d'où la question, pourquoi prendre le plus mauvais exemple de cinéma hollywoodien de ces dernières années pour essayer de mais justement, c'est-à-dire que l'effet Suicide Squad, c'était pour faire ça, sauf que c'était encore une fois pour pomper sur ce que pouvait oser faire Tony Scott, mais mal le faire, parce que tu ne penses pas ton pictogramme ou ta façon de voir l'image après, tu essaies juste de nous insérer avec un chausse-pied des mini-blagues pour rendre un dialogue du coup que tu n'as pas bien écrit, parce que il est chiant en fait. Et du coup tu te sens obligé de mettre des blagues avec ça. Et bon bref, du coup Samuel L. Jackson essaye de recruter Neymar Junior, et par un malencontreux accident ou alors meurtre, ils se prennent un satellite dans la tête, ce qui veut donc dire que Neymar Junior est mort en fait. C'est ça. Donc dommage pour l'équipe du Brésil. Et ensuite scène suivante, on voit, c'est la présentation de Xander Cage, qui donc n'est pas mort, parce que je suis Bodor que soi-disant il aurait dû mourir, c'est ça, à la fin en tout cas le monde le croit mort à la fin de je dois t'avouer que je m'en souviens plus. Ouais, je sais pas. Et il fait du ski sur des arbres dans la jungle. Il fait un saut vertical de 50 mètres. Et comme il se réceptionne sur des skis, bah c'est pas grave, bien entendu. Merci du coup à toutes les personnes qui sont forcément renseignées en ski avant de faire ce film. Et alors pourquoi fait-il du ski dans la jungle ? C'est pour pouvoir pirater le satellite, pour pouvoir diffuser un match de football dans un petit bar en République dominicaine. Voilà, très bien.
Alors que, bon, comme disait. Et là, dès qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui vient lui dire et tu pouvais pas payer ton abonnement satellite. Et ce quelqu'un, c'est une bonasse, quoi. Tu vois, oui, parce qu'il y a un schéma qui va se répéter en fait pendant tout le film. C'est on va nous présenter une scène d'action. À la fin de cette scène d'action, on va voir un mannequin de moins de 20 ans qui va draguer Vin Diesel. Voilà. Et ça va se finir par une petite ellipse pour que le film reste PG-13 pour pouvoir nous dire. Mais il faut comprendre, Arnaud, regarde, c'est je fais de l'action bien au peuple, bam, récompense en chat. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans l'esprit de la culture de ceux qui adorent Triple X et Fast and Furious. Mais c'est fou de dire ça parce que en fait cette structure de film ça reprend un petit peu James Bond en fait. Ouais. Le fameux Kiss Kiss Bang Bang, quoi. Une scène d'action et ensuite les jolies filles, etc. Mais en fait, je pense que dans les James Bond, j'ai jamais vu des James Bond girls aussi insipides que dans ce film. Et pourtant, il y en a des James Bond girls insipides dans la saga de James Bond. Non, mais en fait, dans ce film, les femmes, c'est littéralement genre, tu sais, pour reprendre les termes de rap, c'est des hoes, des bitches, quoi. C'est juste, elles sont là pour se mettre autour de toi pendant que tu fais des trucs, en fait. Et c'est ça, en fait. Je crois que j'aurais tellement aimé montrer ce film genre à des féministes très activistes, tu vois, parce que ce serait très très drôle, je pense, avoir une lecture de ça. De là, ce qui se passe, c'est que le QG de la CIA, qui est soi-disant à New York, alors que le QG de la CIA, en l'occurrence, il est à Langley, en Virginie, donc c'est pas vrai, je sais pas pourquoi. On s'en fout. Et se fait attaquer par des gens inconnus au bataillon, tu vois. Alors, il se fait passer par un bataillon composé d'un Thaïlandais, un Chinois et une Indienne. Et un Caucasien avec des oreilles un petit peu... c'est vrai, je l'avais un petit peu oublié. Ouais. C'était probablement le seul américain de l'équipe, en fait, je pense. Et en fait, c'est marrant parce que tu te dis que finalement, le point faible de la CIA, c'est de se faire attaquer par une blague raciste, quoi. Effectivement, c'est un peu le bar dans cette blague. Mais alors, c'est intéressant parce que les scènes où on veut te montrer de l'infiltration par ces personnes-là sont tellement... débile, c'est-à-dire qu'en fait tu vois quelqu'un sortir par exemple du haut d'un ascenseur, ou alors tu vois quelqu'un qui va vite courir pour mettre son pied en grand écart pour éviter à des portes de se fermer, et tu fais ok d'accord, mais comment t'es rentré dans ce building de la CIA à la base, en fait, tu vois, parce que autant l'infiltration de passer d'une pièce dans une autre pièce, je conçois que ce soit fait plus ou moins facilement, mais par contre rentrer dans un truc qui est censé être interdit, c'est ça qu'il me faut me montrer, en fait. Heureusement qu'il y a des ellipses. Et en fait, juste une petite digression, en fait, ça me rappelle une histoire que mon père m'avait racontée. Ouais. Il me disait que il y avait un feuilleton qui était diffusé dans un journal, un feuilleton romanesque sur des aventures à la James Bond. Il se rappelait plus le nom en fait de ce feuilleton. Mais ce qui s'était passé, c'est que cette histoire avait gagné en popularité et c'était vraiment un des arguments de vente du journal. Et en fait, au bout d'un moment, l'auteur se mettait à demander de plus en plus d'argent pour continuer à raconter ses histoires. Et au bout d'un moment, le journal en fait a décidé que le coût n'était pas justifié, et donc ils ont décidé de virer l'auteur et d'en prendre un autre moins cher pour continuer les aventures. D'accord. Et l'auteur original, ce petit malin, avait terminé les aventures du héros en le mettant dans un coffre-fort duquel on ne pouvait pas s'échapper. Et il avait décrit plein de dispositifs pour expliquer vraiment comment c'était impossible de s'en sortir, avec l'idée qu'il avait en tête comment il allait réussir à le faire, mais qu'il le gardait pour lui vu qu'il avait été viré et qu'il s'était barré. Et donc l'auteur suivant a beaucoup réfléchi et a dit qu'il ne voyait pas comment faire pour faire en sorte que le héros sorte de sa prison. Et donc... Contry, le rédacteur en chef du journal, a décidé de rappeler l'auteur original, de l'augmenter évidemment pour qu'il accepte de revenir écrire la suite du feuilleton. Et l'épisode d'après commençait par une fois sorti du coffre, le héros se remit. C'est vrai que
Ce film, c'est ça, en fait. Et ce film, c'est ça. Les choses les plus difficiles, on te les montre pas. Et bref, du coup, le QG de la CIA se fait attaquer par des gens qui viennent piquer ce qui s'appelle la boîte de Pandore, qui est une boîte de Pandore informatique. Alors, moi j'ai une question, à quoi ça sert en fait? Parce qu'il nous explique que c'est ce qui a permis de contrôler les satellites, le satellite qui a tué Samuel Jackson et Neymar Jr. Ouais. mais en fait, je me dis, en fait, ça sert qu'à ça, en fait, ça sert qu'à faire tomber des satellites où tu veux. Ouais, apparemment. Non, mais parce qu'après, à un autre moment, ils expliquent que aussi ça permet d'espionner les conversations de tout le monde. Ce que fait la CIA de manière, de manière coutumière. Ouais, quoi. de base, ouais. Et je sais pas très bien, du coup, je comprends pas. Enfin, bref. Et du coup, tout le monde veut avoir cette boîte de Pandore. La CIA donc perd cette boîte de Pandore et clairement, étant donné les compétences Gamesiennes de l'équipe, il leur fallait quelqu'un qui pense comme eux, qui réagit comme eux. Et en fait, quand Toni Collette a dit ça, Toni Collette qui est vraiment superbe d'ailleurs dans ce film, je tiens à le souligner. Toni, si tu nous écoutes. Et on sait que des fois tu dois payer tes impôts et que tu fais du coup triple X. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire, il faut qu'elle paye sa troisième maison de campagne. Et quand elle a dit, on doit avoir quelqu'un qui pense comme eux, etc., quand elle a fait cette tirade, je me suis dit, oh, ce film, en fait, c'est un Lego Movie, mais avec des humains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un adolescent de 12 ans qui joue avec des Lego et qui fait son histoire et qui a pris le Lego de Toni Collette et qui fait « Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous tirer de cet endroit. » Et oui, parce que c'est vrai que t'as oublié de mentionner quelque chose, mais dans la scène d'introduction, quand Samuel L. Jackson décide de recruter Neymar Jr., pile à ce moment-là, en fait, le restaurant dans lequel ils sont se fait attaquer par des gens pour nous montrer que Neymar Jr. en fait peut assommer un assaillant en lui envoyant une boîte de serviettes dans la gueule. Ouais. Grâce à ses pieds, forcément, voilà. Parce qu'il faut de belin. Et 2 secondes plus tard, ce même restaurant donc se fait atomiser la gueule par un satellite qui tombe. Et c'est vrai que ça me fait énormément penser, comme tu dis, à un délire de gamin, quoi. Et puis là, il y a les méchants, ils arrivent. Et puis Neymar Junior, en fait, il envoie son ballon de foot et ça les assomme. Et puis après, il y a un satellite et ça tue tout le monde. Et du coup, il y a un skieur qui va venir du ski, ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, Toni Collette donc s'en va recruter Xander Cage, donc joué par Vin Diesel, qui, je sais pas ce qu'il faisait du coup en attendant pendant sa fausse mort. Il a une carte où il a plein de destinations préférées dans le monde qu'il coche en rouge, je sais pas, et j'imagine qu'il amène le câble partout, il amène Canal Satellite dans tous les petits villages. Il s'occupe. Ouais, il essaie de s'occuper, quoi. Et elle lui dit, en gros, ton pote préféré, Samuel Jackson, est mort, enfin ton mentor un peu, viens nous aider à le venger, retrouver la boîte de Pandore, parce que sinon on sait pas trop ce qui va se passer, parce qu'en fait on sait pas qui a fait ça et pourquoi pour l'instant. Et donc ce qui se passe, c'est que pour le recruter, apparemment la CIA a décidé de complètement en fait vider un quartier de la République dominicaine, enfin d'une ville en République dominicaine. Pour la peupler d'acteurs. Ouais. Pour faire un test pour vérifier qu'il est encore au niveau pour pouvoir effectuer cette mission. Ouais. Et là, je me dis qu'ils ont vraiment du fric à la CIA. Ils ont beaucoup de budget, ouais. Parce que c'est une scène qui veut un peu rien dire, où on lui fait croire qu'il y a une bombe, mais en fait c'est une fausse bombe. Et en fait, tous les gens autour de lui sont donc des gens recrutés par la CIA. Ça me semble assez difficile à mettre en place au pied levé quand même. Mais bon. Et je me dis, si la CIA arrive à mettre ça en place, je vois pas pourquoi ils ont besoin de lui en fait. Oui, c'est ça. Si la CIA arrive à mettre ça en place, pourquoi vous avez besoin déjà de la boîte de Pandore? Pourquoi vous avez... Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis... Et surtout, comment ça se fait que vous, avec tous vos moyens, vous ne trouviez pas qui sont les personnes à l'origine de l'attaque de la CIA?
et qu'ils aient besoin de Xander Cage, qui au final ne va rien faire. Il va juste contacter une ancienne pote à lui qui est hackeuse. Voilà. Alors hackeuse / proxénète, je sais pas. Il arrive et en fait, alors cette personne vit à Londres. Elle-même te fait comprendre qu'elle n'a plus le droit d'utiliser des ordinateurs. Et ça, bon, c'est genre la super Kevin Mitnick, tu sais, où on a dit tu n'as plus le droit de hacker ou de t'approcher d'un téléphone. Ok, ça veut dire que tu te dis waouh, elle est super forte. Et en fait, elle est des mignons, enfin plutôt des mignonnes à elle, qui ont toutes des ordinateurs. Et du coup, tu te dis ah, du coup, ces personnes-là qui font ces hacks pour elle. Mais elles sont aussi modèles de lingerie, ces hackeuses, tu vois. Voilà. Et aussi des offrandes sexuelles à ses invités, parce qu'elle est très très hospitalière. C'est-à-dire, elle dit, tu sais, on est amis, je ne peux pas faire l'amour avec toi, ça risquerait de détruire notre amitié. Par contre, ce que je vais faire, c'est que mes 7 potes / employés, elles vont venir, elles vont te... Voilà. Elles vont te drainer pendant toute la nuit. Mais attends, parce que là j'ai l'impression que nos auditeurs vont croire qu'on extrapole par rapport à ce qui se passe. C'est littéralement ce qui se passe dans le film, en fait. Et du coup, cette hackeuse, après sa récompense de pas grand-chose, retrouve en fait, l'identité en une seule nuit des gens qui n'ont pas pu être retrouvés par la CIA. Juste, je tiens aussi à dire, il y a quelque chose pour moi qui colle pas dans cette scène. C'est apparemment, il y a cette hackeuse qui a fait des années de prison et ils se sont connus il y a des années, etc. Elle a 19 ans à tout péter, quoi. D'où il la connaît, quoi. Je crois qu'elle fait une thérapie avec des cellules souches ou des trucs comme ça. Elle a hacké son organisme, en fait. Exactement, elle fait du biohacking. Et elle se fait ioniser par ses écrans d'ordinateur, enfin par les écrans d'ordinateur de ses potes à elle, puisque elle, encore une fois, elle n'a plus le droit d'utiliser. Enfin bref. Oui, parce que je pense que c'est la seule personne qui d'ailleurs est l'amie intelligente / geek du personnage principal. Parce que tu sais, tous les autres amis de Xander Cage, c'est un peu plus ou moins des badass en quelque chose de physique. Tu vois, et elle, c'est la seule qu'on va utiliser en mode geekos, tu vois. Enfin bref, de toute façon, on la revoit plus pour le reste du film. Maintenant qu'il a l'identité de ces personnes-là, il va pouvoir aller les chercher. Et là, on lui affrète un putain de bombardier parce qu'effectivement, il a carte blanche. Dis-moi. Et à ce moment-là aussi, on lui présente l'équipe qui va devoir travailler avec lui lors de cette mission. Ouais. Mais il se trouve que cette équipe est composée uniquement de militaires et Xander Cage, il trouve pas ça génial, donc il décide plutôt de les virer de l'avion et de les faire tomber dans le vide parce que il leur plaît pas. En plein milieu de l'Europe. Voilà. C'est dire, pour être super précis. Et il préfère recruter lui-même les membres de son équipe. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ces personnes-là. Alors déjà, j'imagine leur driver. D'accord ? On va commencer par lui parce que c'est le plus simple. Leur driver, je n'ai vu aucune réelle prouesse de pilotage de ce gars par rapport à toutes les autres personnes qui peuvent conduire. Donc ça me semble bizarre. Mais bon, c'est son ami, peut-être. D'accord. Il y a du népotisme, moi, je pense, dedans. C'est normal. Si tu travailles avec des gens que tu connais, ben, tu passes un meilleur moment. Je vais pas lui reprocher ça. Ensuite, Ruby Rose, qui joue donc une snipeuse qu'on rencontre donc en Afrique, où elle met des balles dans les hanches de personnes qui veulent chasser un lion à l'arc. Ok ? J'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là parce que ça me tient à cœur. Parce que ce que peu de gens le savent, c'est que en fait, il y a des réserves en Afrique où ils sont obligés de réguler la population de certains animaux. C'est-à-dire que en fait, si tu laisses tous les lions vivre, tu n'as plus de gazelles dans ce parc. Donc, si tu veux, et donc, c'est là que tu proposes donc des forfaits à des chasseurs nantis qui viendront payer $250,000 pour chasser leurs lions. Et cet argent va être utilisé pour faire vivre la réserve africaine et le parc en général.
Et si tu n'as pas cet argent, et si tu affrètes toi-même un tueur qui va de toute façon aller tuer le lion. Donc cette personne, elle vient de mutiler 3 personnes qui ont quand même les balls de chasser un lion à l'arc. C'est très très difficile de chasser à l'arc. Et chasser un lion, si tu te chies aux 2 premières flèches, c'est terminé pour toi. Mais bon, elle décide quand même de buter ces personnes-là, parce que, soi-disant, elle les blesse, mais comme le lion va aller les rattraper et les bouffer, c'est quand même... voilà. Donc, quelque part, elle a une vision assez particulière de l'écologie, mais bon, je dirais ça. À la limite, elle, je veux bien l'avoir dans ton équipe, parce que c'est une vraie snipeuse qui sert à quelque chose, ok ? Par contre, le dernier, et ça c'est mon gars préféré, il est DJ. Il est qui Allez, là tu vois la douchebaguerie de ce film quand tu te dis, par contre, dans notre team, on ne peut pas ne pas avoir un DJ. Clairement. Mais alors là, pareil, vous vous dites, mais ouais, mais il doit avoir quand même des connaissances d'arts martiaux, c'est juste son activité qu'il fait à côté. Non. C'est-à-dire, la seule chose qu'il va faire pendant ce film, c'est mettre l'ambiance pendant les soirées et les scènes d'action. Car, je cite, partout où il passe, il met le feu. Et là, tu pourrais dire au début, genre, à un moment, je me suis même dit, peut-être genre, que c'est une blague par rapport à, peut-être que, je sais pas, c'est un pyromane ou il aime bien les trucs de démolition, tu sais. Non. Il a une petite clé USB avec des morceaux cool et qui branche sur des ordinateurs pour mettre l'ambiance pendant les scènes d'action. Assez drôle pour ça. Et en fait, si jamais tes missions t'amènent à une soirée, et ben ce gars, il va prendre la place du DJ, il va être un peu meilleur DJ que le DJ qui était présent. Donc c'est quand même un atout important, tu vois. Ce qui est assez drôle parce que pour le coup, lui je le connais pas, ça se trouve c'est un vrai DJ, mais Ruby Rose par contre, l'actrice qui joue la snipeuse, c'est une vraie DJ par contre, tu vois. Ils auraient pu donner ce rôle à Ruby Rose, enfin bref. Maintenant qu'il a son équipe, son A-team quoi, son agence touriste avec lui, il va pouvoir aller là où ils ont... D'ailleurs comment ils savent où sont ces gens ? Parce que c'est jamais dit, hein, parce que en fait ils sont sur une île où vont des espèces de rebelles ou des hors-la-loi qui essayent de se cacher des gouvernements. Sauf que, enfin, je veux dire, une team dont tu viens de connaître l'existence et l'identité, comment tu te dis, ils sont là. Sinon, on va les chercher là dès le début, si tu connais cette île. Puisque, alors, ils arrivent et là, une discussion avec des grenades se met en place avec Donnie Yen, qui est donc le chef de l'équipe B. Ouais, c'est une discussion, on va dire, c'est une roulette russe à la grenade, quoi. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, on se rend compte que Donnie Yen n'est peut-être pas non plus celui qui a commandité le meurtre de Samuel L. Jackson. Là, on commence à se dire, c'est juste quelqu'un qui veut la boîte de Pandore pour lui, pour l'utiliser, en gros... contre les gouvernements, mais on sait pas comment en fait. C'est pas tellement expliqué. Et il le dit jamais, et c'est dommage parce que on sent quelque part une rébellion en lui, une révolte du système en place, et qu'il a envie d'utiliser cette arme, en tout cas cette chose, contre le système en place, tu vois. Et sa seconde, son bras droit, qui est donc une indienne, qui jouée par Deepika Padukone, qui est une superstar du cinéma bollywoodien. Bollywoodien, pardon. Et elle, par contre, elle est en mode cette arme est trop puissante, nous devons la détruire, tu vois. Enfin, ok. Et Xander Cage, il est là, il se dit, non, moi en fait on m'a juste dit, s'il te plaît, rattrape la boîte de Pandore et donne-la nous. Et donc en fait, il y a ces 3 personnes qui ont 3 objectifs avec cette boîte de Pandore. Et ils n'ont malheureusement pas le temps d'en débattre clairement. Tu sais comment on débat parfois ces idées avec des grenades. Mais... qu'ils se font attaquer par des espèces de terroristes russes. Exactement. On sait pas d'où ils sortent. On sait pas d'où ils sortent, mais du coup... Alors, ils sont meilleurs que la CIA, en tout cas, vu que eux savaient que la boîte de Pandore était là. Ouais. Et ils arrivent, et... Alors, c'est intéressant, parce que si moi, par exemple, je sais que la boîte de Pandore, elle est sur une île aux pirates, et que je risque d'avoir de la résistance, ce que je fais, spécialement si je suis russe,
c'est que j'envoie du gaz neurotoxique comme on aime bien le faire chez nous. Je tue tout le monde et je recherche la boîte de Pandore après, tu vois, avec mon petit masque à gaz. Mais bien sûr, comme on est dans un simili James Bond, on va pas le faire. On discute et finalement tout va en course-poursuite. Et là, je t'avoue que c'est pile les moments où je commence à un peu somnoler parce que... En fait, je comprends pas trop ce qui se passe pendant cette scène-là parce que y a beaucoup d'explosions. Il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent et c'est assez fatigant à regarder. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette scène, je sais pas, j'ai pas très bien compris pour quelle raison, mais il se trouve que finalement, l'Indienne décide de travailler pour Xander Cage. Alors, l'Indienne détruit du coup la boîte de Pandore en fait, parce qu'elle met une balle, donc on se dit bon ben voilà, en fait c'est terminé quoi. C'est terminé et il faudrait juste que vous nous disiez pourquoi vous avez tué Samuel Jackson ou si c'était vous, tu vois, à la limite. Mais en fait, du coup, c'est pas eux. Et il y a Becky. Ah oui, on a oublié de parler de Becky. Et bref, ce personnage arrive et dit non, mais en fait, il y a une seconde boîte de Pandore parce que celle-ci ne suffisait pas à utiliser tous les satellites. Non, c'était le prototype. Voilà. Qui ne contrôlait qu'un seul satellite, celui qui a tué Samuel Jackson, en fait. D'accord. Et de là, ils se disent bon, mais qui a utilisé. Qui a tué en fait Samuel Jackson et grâce à une recherche vraiment rigoureuse de replay des caméras, les gens se rendent compte que une des personnes de la CIA n'avait pas moufté quand Donnie Yen était arrivé en arrivée fracassante dans le truc et que c'était probablement lui le méchant. Ce qui d'ailleurs ne signifie pas que c'est le méchant qui a organisé ça, ça signifie tout simplement que c'est un type qui n'a aucun réflexe et il doit aller chez le médecin. C'est peut-être effectivement, il est vieux en même temps. C'est ça, mais parce que Donnie Yen quand il arrive, c'est pas quelque chose que tu peux... Enfin je veux dire, il pète des vitres quand il arrive, tu vois. Ça fait que même si t'es au courant qu'il arrive, t'es un petit peu surpris et t'essaies de te protéger des bris de verre qui peuvent t'arriver dans la gueule, tu vois. À moins que genre tu saches à l'exacte seconde qu'il arrive là, et encore il faut que tu vois, c'est comme si je te disais je vais te crier dans l'oreille dans 4 secondes, mais en fait tu vas quand même sursauter, mais bon c'est pas grave. Et donc on part du principe que c'est le méchant et il faut l'arrêter. Et alors c'est intéressant parce que autant il y a eu 0 revendication au premier satellite tombé, autant là il y a un second satellite qui tombe dans un stade à Moscou. Ce qui est quand même vachement bâtard, je trouve, de tuer des civils. Parce que la revendication qui est faite sous anonymat à la télé, c'est je ferai tomber des satellites toutes les heures. Toutes les 24 heures, si vous n'arrêtez pas de faire de l'espionnage à grande échelle. Et là, j'ai plusieurs questions. Si tu as le contrôle de tous les satellites, fais tomber dans l'océan Atlantique et ils n'auront plus les moyens d'espionner, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas obligé de tuer des civils que, soi-disant, tu protèges d'espionnage, en fait. Donc, c'est un peu bizarre. Et ceci dit, c'est assez intéressant que ce soit un directeur de la CIA qui, finalement, se dise « il y a trop d'espionnage ». si ce mec dont c'est le boulot dit que c'est ça... En fait, c'est comme d'habitude, moi. Les méchants de James Bond, je suis jamais contre eux, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui a des fonctions importantes à la CIA, qui essaie de protéger les gens et qui finalement est un méchant à la James Bond. C'est-à-dire, c'est cette tentative, en fait, encore une fois, de décrédibiliser Snowden. Et c'est pas le premier film que je vois comme ça, mais ça fait 2-3 ans, en fait, que je vois énormément de gars comme ça, en fait, dans le cinéma. Je pense notamment à un film dont je me souviens plus le nom, un film très mauvais avec Kevin Costner qui était sorti cette année, Criminals je crois, où il échangeait de corps avec Ryan Reynolds. Non, c'est avec ça, c'est Ben Kingsley, tu veux dire, qui échangeait de corps avec Non, c'est Kevin Costner. Attends, Ryan Reynolds aussi. Attends, mais t'es en train de me dire que Ryan Reynolds a fait dans la même année 2 films où il échange de corps avec des gens ? Ouais. Le mec, son film préféré c'est Freaky Friday. Il a dit je veux en faire 2 cette année, c'est pas possible. Bref, je suis d'accord. Et ceci dit, j'ai vraiment un souci avec tous les méchants des films d'espionnage à la James Bond, parce que clairement ce film c'est James Bond Junior, tu vois. James Bond con, j'ai envie de dire. Ouais, James Bond décérébré. On prend de l'exta, on va dans des fêtes de folie et on sert des meufs
Et on prend un DJ dans l'équipe. Voilà, c'est toute cette culture, tu sais, la culture de soi-disant l'extrême, etc. Et ouais, j'ai ce problème avec les méchants de James Bond où je me dis, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément mauvais. On pourrait juste tweaker la façon de le faire pour tuer le moins de gens possible, tu vois ce que je veux dire? Et quelqu'un qui te dit je veux moins d'espionnage à grande échelle, je vois pas pourquoi tu voudrais totalement stopper ce qu'il veut faire, tu vois. Mais bon, on arrive toujours à la même chose du coup. Mais en fait, c'est vrai qu'on en revient toujours à cette question, c'est-à-dire que dans James Bond, la différence entre James Bond et ses méchants, c'est que généralement le méchant a un projet de société. Ouais, mais ça c'est toujours le cas. En fait, c'est toujours le cas même de tous les super-héros. En fait, il y a que les super-vilains qui ont un objectif dans le monde, tu vois. Et en fait, le super-héros, il a pas de but. Il est juste là pour mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un qui a une vision pour le monde, au moins. C'est un conservateur, c'est des conservateurs, c'est des républicains, tous les super-héros, en fait. C'est ça. Du coup, c'est des gars qui sont pro-life. Au lieu d'être pro-choice. et là, on arrive à savoir où est le méchant de la CIA, d'accord? Et depuis quel endroit il va contrôler les satellites qui tombent. Ouais. C'est un choix très étrange de QG, puisqu'il est dans un hangar où il s'est entouré de radiateurs. Et devant lui, il a énormément de télé à la Ozymandias dans Watchmen. Tu sais pas ce qui pour faire genre non mais attends, ce qui se passe dans le monde. Là t'as loupé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai loupé un truc. Ouais, c'est que d'abord en fait, il y a une nouvelle course-poursuite où Donnie Yen se bat avec Xander Cage. Et parce qu'ils veulent tous les deux somnoler encore, je pense. Ils veulent tous les deux avoir le contrôle de la boîte de Pandore. Donnie Yen le veut encore pour ces raisons qui n'ont pas été spécifiées. Et une fois qu'ils arrivent chez le méchant, tout d'un coup, les deux deviennent alliés, mais sans qu'il y ait eu de discussion entre les deux ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ils se poursuivent et tout d'un coup, ils passent une porte et ils sont ensemble. Mais parce qu'ils se font tirer dessus. Non, ça, franchement, je le conçois. C'est-à-dire qu'en fait, je conçois le fait que tu te dises, bon, on veut arriver à avoir la boîte de Pandore, mais on a des obstacles communs, donc pourquoi pas capitaliser sur nos cascades. Non, mais si tu veux, il y a même pas un moment de réflexion pour essayer de poser les choses à plat et de voir comment on va s'organiser, tu vois. Et c'est là que tu te trompes. Il y a une phrase excellente qui dit, ou c'est Donnie Yen qui dit « Ah, il utilise un UPN 45 ». Et Vin Diesel dit « Chargeur 12 balles ». Et ça, pour moi, c'est clairement une connexion qui veut dire, écoute, mettons les choses à plat, faisons une team-up, ok, pendant juste quelques étages, et ensuite on verra qui gagne la boîte de Pandore. Moi, j'ai compris ça comme ça. Surtout que cette question de, une fois qu'on a bravé les obstacles communs, on remet plus jamais la question sur le tapis, en fait. C'est-à-dire que Donnie Yen est devenu un gentil, il a été atteint du syndrome de Vegeta. Mais tout d'un coup, c'est le plus gentil des hommes. Il devient un gentil ou... Non, attends, oui. Mais en fait, il a jamais été méchant non plus, mais c'est juste que lui, il voulait utiliser cette boîte de Pandore. Et là, je suis obligé de revenir sur quelques questions sur la boîte de Pandore. Parce que, bon, ils arrivent à tuer le méchant... Et en fait, en une seconde, littéralement, il y a Toni Collette qui arrive. Donc, elle était vraiment à côté pour venir aussi rapidement. Et donc, elle récupère la boîte de Pandore. Et là, moi, j'ai une question parce que qui a construit cette boîte de Pandore est-ce que, c'est jamais dit. Si c'est quelqu'un, effectivement, qui n'est pas d'un gouvernement, ok. Mais à ce moment-là, j'aurais tendance à dire, en fait, va le recruter, va lui dire, tu veux pas nous la refaire, cette boîte de Pandore? Parce qu'en fait, si tu as la possibilité de la refaire... en fait, c'est ça le truc. C'est si tu as la personne qui a construit cette boîte de Pandore qui est en liberté, il va en refaire d'autres, donc tu n'auras pas réglé le problème, tu vois. Et si c'est le gouvernement qui l'a créé, tu peux en refaire. Et à ce moment-là, t'as qu'à la détruire, celle-là. Tu vois, t'envoies un drone et c'est réglé. Je vois pas pourquoi envoyer 1000 personnes pour récupérer la boîte de Pandore. Tu veux juste la détruire et tu vois ce que je veux dire ou pas? Do I make sense? Ouais, non, il faut pas se poser ce genre de questions. Okay. Il faut pas se poser.
Et là, bon ben tout est bien qui finit bien. On met des menottes à Donnie Yen parce qu'on a envie d'un bouc émissaire. C'est quand même bâtard de leur part. Parce que c'est quand même techniquement un agent du gouvernement par l'équipe Triple X, Donnie Yen. Mais bon. On lui met des menottes et Toni Collette qui est au téléphone avec le président en mode ouais Triple X a super bien fonctionné, c'est super cool. Et là elle ne dit plus rien pendant quelques secondes et probablement que Barack Obama ou Donald Trump dit il faut tuer Vin Diesel et tous ses amis. Et là elle arrête de rigoler et elle se dit bon ok c'est ce que je vais faire. Je me pose pas de questions là non plus, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Ok, d'accord. Et là, bon, s'enchaînent plein de scènes d'action assez moisies. Ouais. Où les gens du gouvernement veulent tuer tous les Triple X confondus, qui font donc une team-up contre les gens du gouvernement. Donc quand même, on est en train de se dire, ils tuent des soldats américains qui répondent aux ordres voilà, de leur gouvernement. Je veux pas dire, mais c'est quand même un peu antipatriotique, tu vois. Mais... Et voilà, ils se font aider à la fin par un petit caméo de Ice Cube qui revient en mode lance-grenade partout, qui pose des questions à personne et qui tue tout le monde. Mais en plus, c'est littéralement. chose à Donc, ils sont assaillis de toutes parts par des militaires. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir et ils s'en sortent parce que Ice Cube arrive avec un lance-grenade pour tous les sauver. Sachant que Toni Collette, parallèlement, elle voulait les tuer en leur faisant tomber un satellite dessus. Je veux dire, tu sais que tu peux envoyer un missile, il y a des drones, tu n'es pas obligé de foutre en l'air $1 milliard de orange.fr qu'il y a dans le ciel, tu vois. Tu es pas obligé de faire ça. Faut pas chercher. Faut pas se dire des choses Mais comme ça. surtout, il y a quelque chose que je trouve très étrange à ce moment-là, c'est-à-dire que quand Ice Cube arrive, il est iconisé du genre, vous l'attendiez tous, le type de Triple X2, le voilà qui arrive et qui... Non mais... Le type de Triple X. Mais c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient de monter artificiellement une mythologie autour de Triple X, totalement. mais qui est complètement inexistante. Je veux dire, mais qui attend Triple X 3 mais de et quel qui film on se a parlé souvient où c'était un peu comme ça? Je crois que c'était Independence Day, non? Où justement, dans l'épisode Blockbuster, on a dit, en gros, voilà, ils essayent de créer, de hyper tellement leur propre personnage. Ouais. Mais de nulle part, alors qu'ils ont eu qu'un seul film. C'était pareil dans Independence Day 2 où t'es là, tu fais genre oh regarde, c'est le fils ou c'est la fille de Bill Pullman du 1. Tu fais genre ouais, ok, d'accord. Enfin, je suis pas super excité non plus, calme-toi. et voilà, là c'est pareil. Et en plus, surtout que c'est censé être un mec un peu moins bon que Xander Cage. Donc c'est un peu bizarre de le hyper pour dire regardez ce gars, il est génial. Mais en même temps, il est pas aussi fort que le protagoniste du film que tu regardes, donc c'est bizarre. Et en fait, c'est un de ces films qui se prend les pieds dans la hype des franchises en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde se dit que tout est franchise et en fait, on se rend compte qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus quand même. C'est ça. Alors, cela dit, je sais pas si t'as... Enfin oui, tu as remarqué, mais la fin de ce film s'ouvre sur une équipe Triple X, alors que la base des Triple X, si j'ai bien compris, c'est que c'était surtout un mec tout seul qui fait des cascades. Et pourquoi ils font ça? C'est qu'en fait, ils veulent faire un Fast and Furious parallèle. Parce que tu vois, on a exactement la même équipe de gens qui ont plus ou moins leurs spécialités différentes. Voilà, tu vois, le spécialiste des arts martiaux, le spécialiste de DJ, etc. Et pour nous offrir probablement, effectivement, des futurs films Triple X où on va avoir encore une fois un film, j'allais dire un film choral de cojones, tu vois, et de gars qui veulent montrer que... Justement, ça fait un parallèle assez intéressant avec quelque chose que je voulais dire sur la carrière de Vin Diesel, qui je trouve parle très bien de l'évolution de Hollywood au cours des années 2000. C'est-à-dire que il a on va dire deux sagas sur lesquelles il s'est bâti un nom. Il y a d'abord Fast and Furious. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Fast and Furious, il était présent dans le 1, absent du 2, absent du 3, si ce n'est un tout petit caméo à la fin du film. Il retournait. Ouais, il y a un petit. À la fin du film, il vient pour faire une course de bagnole contre le. Une course de bagnole en plus. Ok. C'est ça.
D'accord. Et il revient ensuite dans le 4. Dans Triple X1, il jouait. Dans Triple X2, il était absent. D'accord. Et il revient dans ce nouveau Triple X. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que en début de carrière, quand il avait fait Fast and Furious, quand il avait fait Triple X, son agent lui avait sans doute dit... Ouais, pas plus d'une franchise, c'est ça? Ne fais pas de suite. Ouais. Il lui avait dit ne fais pas de suite, essaie de faire des films originaux, c'est comme ça qu'on bâtit une carrière. C'est vrai que c'est comme ça qu'on bâtissait une carrière à Hollywood à une certaine époque. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs qui refusaient les suites, qui refusaient les remakes et qui refusaient de jouer dans les séries télé. Et oui. Sauf que maintenant, il n'y a que ça. Et maintenant, en fait, qu'on se rend compte qu'il n'y a que ça, en fait, Vin Diesel, il a un peu retourné sa veste à cet endroit-là. Ouais. Et il s'est dit, je vais reprendre un peu ces franchises qui ont fait mon succès. Et je vais essayer vraiment d'en faire des séries cinématographiques où le public va pouvoir me suivre. Et je vais me constituer une base fidèle qui va me suivre dans tous mes films, quoi. Ouais. Et ça représente bien l'évolution d'Hollywood lors de toutes ces années. Et dans ce film, autant tu vois, j'ai pas mal de sympathie dans la saga des Fast and Furious. Ouais, je trouve que c'est dans le côté plaisir cinématographique bof, tu vois, c'est vraiment pas spécialement à partir du 5 en tout cas, moi je soulignerais, où vraiment c'est très fast. Ouais, on Fast 5 est bien, quoi. Déjà Fast and Furious 4 était pas mal, était beaucoup mieux que Fast and Furious 3, quoi, déjà. Ah oui, mais Tokyo Drift, c'est difficile de faire pire quand même. Hein. Ouais. Mais dans ce nouveau Triple X, en fait, je vois énormément de cynisme, quoi. Parce que c'est quand même sanctionné à la fin du film. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a l'enterrement de Samuel L. Jackson. Et Samuel L. Jackson revient d'entre les morts pour parler à Xander Cage. En ce moment, il fait que ça, hein, Samuel Jackson, faire semblant de mourir avec Nick Fury qui faisait exactement la même chose dans Captain America. Et donc, oui, tu disais, quand ils parlaient ensemble. Et donc, il y a Samuel L. Jackson qui regarde Xander Cage et qui lui dit de toute façon, ne réfléchissez pas trop à ce que vous faites. On vous engage surtout pour latter des culs, pour serrer des petites, pour serrer des petites filles. Et le faire avec style. Et le faire avec style. Et en fait, c'est un peu un résumé du film et qui prouve que en fait, ceux qui font ce film sont bien au courant qu'ils sont en train de faire une grosse merde. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est con, c'est que tu peux très bien faire un putain de film d'action. Alors, voilà, encore une fois, je demande pas, même si tu te prends un peu au second degré, mais mais pour moi, Fast and Furious 5, par exemple, dans la lignée des films d'action de beauf et quand même con, bah c'est très bien, tu vois. C'est-à-dire que en fait, les scènes d'action sont cool. J'ai rarement, moi qui peux vraiment en général pas du tout supporter des courses-poursuites, là c'était cool dans Fast 5. Déjà il y a The Rock, tu vois, et donc il y a moyen de faire de la connerie, mais bien. Et là celui-là, en fait, il passe aussi à côté de ce qui est censé nous ramener, en fait, justement, tu vois. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi sur Fast and Furious, le réalisateur est un meilleur artisan. J'ai l'impression que il essaie vraiment en fait de construire une narration dans les scènes d'action, c'est-à-dire j'arrive vraiment à suivre les courses-poursuites, tu vois, dans Fast and Furious. Bah après ça dépend des réalisateurs, parce que là ça va changer pour le 8, je crois, hein, c'est ça. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a grosso modo il y en a deux, mais qui étaient tous les deux plutôt bons, qui se sont enchaînés en fait dans les derniers Fast and Furious. Il y a Justin Lin qui a fait 4, 5, 6 je crois, et après il y a John Chu qui est Star Trek. Ouais, qui a fait le dernier Star Trek, ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a John Chu, qui a fait le Fast and Furious 7. Ouais. Et John Chu, qui pour le coup est un très bon technicien, en fait. Ouais. Il avait fait plusieurs épisodes, notamment de Sexy Dance, qui sont des films qui filment vraiment extrêmement bien la danse, en fait. Ouais. Et là, en fait, je pense que c'est vraiment, ils ont choisi le mauvais réalisateur en fait pour faire ça, parce que DJ Caruso, il est pas très esthétisant dans l'action. Il sait pas trop faire ça. Ouais. Et alors que justement, c'est pile ce qu'on demande, quoi. On veut justement voir les nuits de la glisse, mais avec Vin Diesel dedans, tu vois. Ouais. Au moins, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on sait déjà que tu vas pas faire un bon film, mais au moins donne-nous ça. Et là, c'est vrai que c'est même pas le cas.
Quoi rajouter de plus? C'est intéressant aussi de se dire que, tu sais, c'est Rob Cohen qui avait réalisé le premier Fast and Furious et le premier Triple X aussi. C'est lui qui avait un peu lancé les deux franchises de ça. Rob Cohen qu'on voit plus du tout d'ailleurs, enfin qui a jamais fait de très bons films d'ailleurs. Non, lui ça a toujours été un mauvais Rob Cohen. Je crois le seul film bien qu'il avait fait, tu sais, le film avec Dennis Quaid de Dragonheart. Je crois que c'était lui qui avait fait ce film. Tu sais, c'est tout à fait, oui, tout à fait. C'est lui, hein, ouais. Ouais. Mais bon, c'était dans les années 90, ça, je pense, non, donc c'est vieux. Mais et il a fait aussi La Momie, la tombe de l'empereur dragon. Le plus dégueulasse des trois. Qui est un bousin sans nom. Enfin, La Momie, le premier est sympa, mais les deux autres sont catastrophiques. Le second se défend, ok. Parce qu'on a le mec qui joue Imhotep, donc ça c'est cool, tu vois. Mais ouais. Et je sais pas quoi dire. Enfin, clairement, je conseille vraiment à personne d'aller le voir au cinéma. Après, j'ai quand même un petit message à envoyer sur je parlais de cette culture en fait. Il y a la culture bof américaine qui transparaît dans Triple X et Fast and Furious. J'avoue que j'abhorre ça vraiment. Abhorre, hein, avec un B. Hein, je déteste ça. Il y a quelque chose de ce culte du physique versus l'esprit qui devrait être laissé. On a dans ce Triple X, on a littéralement quelqu'un qui donne des coups à quelqu'un avec un livre. En lui disant genre ah ouais, chapitre 1, première page, va lire ça, espèce de... Mais surtout qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce culte du corps peut très bien s'accompagner d'une philosophie. Et je pense je pense à un très grand film d'action des années 90 que j'aime énormément, c'est Point Break, de Catherine Bigelow, qui pour le coup en fait reprend un petit peu cette culture-là, reprend le fond un petit peu de ce que voudrait peut-être être idéalement la saga des Triple X, mais le fait bien complètement et jusqu'au bout, quoi. Parce que en plus, bon, là pour le coup elle avait eu entre guillemets la facilité de... Parce qu'elle a l'esprit des surfeurs qui va aussi rentrer dans justement, on va dire un petit peu plus de spiritualité que bien sûr on ne verra jamais dans un Triple X, hein, ça c'est certain, mais ne serait-ce que justement en n'allant pas chercher non plus très loin, Donnie Yen avec les Ip Man, tu vois, où ça va être le culte de ce que tu peux faire physiquement, etc. dans le kung-fu. Il y a quand même aussi plein de choses spirituelles à en retirer. Et là, c'est ça la grande différence en fait que tu peux avoir souvent entre les films d'action asiatiques et les films d'action hollywoodiens. C'est-à-dire que dans les films de kung-fu chinois, par exemple, le kung-fu va être au cœur du film. Et c'est ce qui va être développé. Et je vais donner un petit exemple. Par exemple, si tu prends la saga du sabreur manchot de Chang Che, qui est un classique du cinéma de kung-fu. En fait, si tu prends le premier film, je crois que c'est Un seul bras les tue à tous, où tu vois, en fait, c'est l'histoire d'une école de kung-fu qui a un style très particulier et plutôt dominant. Et à l'intérieur de cette école de kung-fu, en fait, il y a un des élèves qui, lors d'un duel, se fait couper un bras. Et du coup ne peut plus se battre parce qu'il n'a plus le même centre de gravité, les techniques ne marchent plus et c'est la merde. Suite à ça, il y a une deuxième école de kung-fu qui a développé un style dont le seul but est de contrer le kung-fu de cette première école de kung-fu. Et donc cette deuxième école de kung-fu attaque la première école de kung-fu et les massacre tous. Et pendant ce temps, en fait, le type qui est devenu manchot, qui n'a plus qu'un seul bras, a commencé à adapter son corps et adapter les techniques pour faire en sorte de pouvoir se battre avec son corps amputé. Ce qui fait qu'il n'a pas les mêmes techniques de cette école de kung-fu. Et résultat, lui tout seul, vu que ses techniques ont évolué, arrive à battre la deuxième école de kung-fu parce qu'ils n'ont pas un style qui bloque son nouveau style de kung-fu. Et donc en fait, quand tu suis la narration, c'est une narration qui parle du développement spirituel par le kung-fu, et c'est le cœur du film. Et c'est ce qui se passe dans énormément comme ça
C'est aussi d'ailleurs une ode aussi à la diversité et au fait qu'il ne faut pas non plus avoir, tu sais, qu'un seul bloc de pensée, même si tu es chez les gentils, tu vois. Mais tout part du kung-fu pour montrer que ça a une philosophie. Et totalement. en fait, quand Hollywood reprend même des stars, on peut le voir avec Jackie Chan, même quand il est allé au Hollywood, quand Hollywood reprend des stars du kung-fu chinois pour essayer de les mettre dans leur film, tu remarques que le cœur du film, c'est plus ça. Et ici, le cœur du film, c'est quoi? C'est retrouver une boîte de Pandore qui... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça a un peu rien à voir avec le kung-fu. Ça veut rien dire, oui. Et en fait, j'aimerais. Il y a une phrase de Coltès que j'aime énormément parce que c'était un grand amateur de cinéma de kung-fu. Et en fait, il y a un journaliste qui l'avait questionné sur ses goûts et en disant que c'était pas très sérieux d'aimer les films de kung-fu. Et il avait répondu. Mais est-ce que vous diriez la même chose si je vous disais que j'aimais les films d'amour? Et je vais vous dire, moi je préfère largement les films de kung-fu aux films d'amour parce que les films de kung-fu, ce sont les films qui parlent le mieux d'amour, tandis que les films d'amour, eux, ne parlent jamais de kung-fu. Ouais. C'est vrai, non mais oui. C'est une bonne façon d'approcher les genres de cinéma et au final les sujets traités dans ce qu'on a. Bah, clairement, bon, on l'a dit, il y a 0 sujet par exemple traité dans Triple X. Et non, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tu essaies de prendre comme ça le sport extrême, je pense qu'il faut vraiment que tu en fasses le sujet de ton film. Et Point Break est un exemple parfait. C'est-à-dire tu peux le faire même dans le cadre d'un cinéma hollywoodien, quoi. Totalement. Et si tu ne veux pas avoir de sujet dans ton film, au moins fais-le bien techniquement. Voilà, encore une fois, pour faire le parallèle avec du Fast and Furious, qui là aussi, il n'y a pas de sujet, mais c'est plaisant à regarder, quoi. Bah voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de ce film. Hein. Je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à rajouter. Merci de nous avoir envoyé le voir. Hein. Et... autre chose, ah oui, on va sortir quelques petits articles sur des films qu'on a pu voir sur findeséance.tumblr.com. De toute façon, chaque article sera partagé sur la page Facebook. Donc voilà, jetez un œil sur la page Facebook. Toi, tu voulais parler de Birth of a Nation, je crois. Ouais, mais je l'ai pas encore vu. D'accord, donc tu parleras de ça. Et moi, ce serait probablement... un film que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps qui est sorti en Blu-ray, je le décrirai, qui s'appelle The Autopsy of Jane Doe. Et voilà, donc jetez un petit coup d'œil. Et puis n'hésitez pas également à utiliser le forum actif de Fin de Séance si jamais vous voulez rentrer dans des débats sur la profondeur de Triple X et ce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Ou quoi que ce soit, on vous répondra. Voilà. Carrément. Bon, ben merci beaucoup Arnaud. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Pour, bisous. Je ne sais pas quel épisode. 39. Au revoir. Bisous. Au revoir.